La rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit. C'est une citation d'Angelus Silesius, qui a vécu au XVIIe siècle, et dont s'est emparé récemment un poète qui s'appelle Laurent Albarissin, pour écrire un livre qui s'appelle Pourquoi, et dans lequel il n'y a que des questions, qui sont des questions qu'il formule autour de la rose. Pourquoi la rose se tord de douceur? Pourquoi son chiffre est chiffonné? Pourquoi c'est comme un ruban que les choses font? À quoi tient la rose sinon à choir? À choir. Comment compte-t-elle sur son aurore? La fleur est-elle entièrement son fourniment de langue qui la lèche de l'intérieur? Pourquoi la fleur est florale comme matinée d'un matin? Comment elle se peint les ongles en lèvres? Pourquoi des ongles de chair ouvrent la paume de la rose? Comment la rose roule sa langue dans sa bouche pour ourler sa réponse? Pourquoi la fleur est une couronne éternuée? Pourquoi la fleur se pose comme une aisselle sur une épaule? Pourquoi les fleurs sont les pas de ce qui ne marche pas? Comment la rose tourbillonne et pourquoi chaque pétale est l'écho labial d'un tourbillon pris dans la rose? Quelle surprise la retourne, comme un gant, sur son évidence curieuse? Nous n'allons pas imiter le vaste projet de ce poète, mais j'avais très envie de vous en parler, que vous entendiez ces mots, parce que c'est ce qui m'a décidé à lancer cette quatrième citrouille dans les airs. Je voudrais que vous formuliez 5 questions au sujet de Cendrillon. C'est la consigne. On parlera de la forme après. Mais d'abord la consigne. Quand je dis 5 questions au sujet de Cendrillon, je ne parle pas évidemment uniquement de Cendrillon le personnage. Je parle de 5 questions qui peuvent porter sur des choses très différentes. On peut s'attarder au contenant ou au contenu. On peut formuler des questions en relation avec le conte de Cendrillon, c'est-à-dire ce conte très ancien. Je vous rappelle que la première version date de moins 300 et des carrosses en Chine, jusqu'à évidemment des versions qui datent de la semaine dernière, puisque c'est une matière qui ne cesse d'être adaptée et redite. Une question pourrait porter là-dessus, comme une question pourrait porter aussi sur le librettiste Henri Quint. Je vais donc vous donner 2 exemples, qui ne sont pas à suivre évidemment. Une question sur le conte, ça pourrait être par exemple de dire par quel véhicule ou quel voyage le vieux conte chinois de Cendrillon est-il arrivé en Europe? La formulation n'est pas très intéressante. Pour l'instant, encore une fois, on ne parle pas de la forme. De la même manière, on pourrait s'interroger sur quel détail, quel instant dans la vie de Massenet ou d'Henri Quint, le librettiste, l'a-t-il amené à proposer ce sujet d'opéra? Où était le déclic? Donc là, on est vraiment sur des questions qui portent sur le contenant.
Je veux évidemment que ces questions soient des questions ouvertes. Si on peut y répondre par oui ou par non, elles ne m'intéressent pas du tout. Je veux des questions qui exigeraient, mais ça n'est pas notre propos, mais qui exigeraient de longues réponses, voire même des questions qui, en fait, n'auraient pas forcément de réponse au sens singulier du terme. Des questions très ouvertes comme par exemple comment peut-on être nature? Vous voyez ce type de questions. J'aimerais que ce soit des questions fouineuses, des questions de petites bêtes, de détails. J'aimerais aussi que ce soit des questions incongrues. Parce que c'est une fonction de la question, une fonction importante de la question, c'est de dérouter l'intellectuel. C'est de se dérouter soi-même. Quand je pose une question, je ne sais pas. Je me livre entièrement à la personne à qui je pose cette question. Si vous avez déjà été perdu dans une ville étrangère avec un alphabet différent, vous devez très très bien voir de quoi je parle. Et je trouve que cet instant de lâcher du trapèze en fait, où on se retrouve dans le vide, c'est un instant très important. C'est pourquoi la question, la formulation de la question va être un élément de sous-texte formidable pour nous quand on retournera sur le plateau. La question incongrue, la question insolite, la question impossible, absurde en apparence, c'est une façon d'amener l'esprit ailleurs, de le sortir d'un rationalisme même qui le tue et qui l'étouffe parfois. C'est pour ça que c'est un outil, par exemple pour le zen, vous avez entendu parler des koans, qui sont donc ça s'écrit K-O-A-N. Ce sont des sortes de petites énigmes qu'on confie aux méditants qui cherchent à accéder à la voie, à la lumière, du type: quel est votre visage à cet instant? Quel était mon visage avant ma naissance? Quand j'applaudis, quel est le bruit que fait une seule de mes mains? Etc., etc. Donc j'aimerais aussi que vous penchiez sur des questions de ce type, et pas du tout sur des questions d'explication de texte bien élevées, comme si vous prépariez un cours pour des enfants, des adolescents, voire même des adultes. Pas des questions pour faire une médiation avant un spectacle où le but du jeu c'est d'éclairer la voix. Non, là je veux des questions qui me fassent sourire ou rire tellement elles seront, oui, incongrues. J'aime vraiment ce mot incongru, je le trouve très, très juste. En plus on dirait un nom d'oiseau. On a déjà fait ça, On s'est déjà posé des questions incongrues, on s'est penché sur 18 secondes de la vie d'un personnage, on s'est demandé ce qu'on voyait par une porte entrebâillée dans un château, on a déjà fait pas mal de choses assez incongrues. On vient même de s'interroger sur ce qui se passait dans l'histoire d'à côté, donc c'est pour vous dire, on est habitué à une forme de fantaisie, votre fantaisie. Ça peut évidemment porter sur des choses extrêmement minutieuses. Autre exemple, quelle est la source d'inspiration de la fée pour le dessin qui orne le bas de la robe de Cendrillon? Voilà, par exemple, c'est une question qui est fouineuse, qui est une question de détail et qui est relativement incongrue. Ou bien, quel est l'événement qui, dans l'enfance de Pandolphe, lui a fermé la bouche définitivement? C'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas assujetti au temps de l'action. On peut retourner dans le passé, on peut même aller dans le futur, dans le conditionnel. Vos questions, elles sont vraiment ouvertes. Je les veux vraiment ouvertes. On a déjà eu des choses aussi de ce type de questionnement à côté de la boîte. Je pense aux 10 minutes Cendrillon de Laurence, où elle a beaucoup développé la relation entre la mère de Cendrillon et la fée. C'était une manière de répondre à une question incongrue, pas évidente. J'aimerais que vos questions ne ressemblent pas
aux questions de ce jeu-là, Jeopardy, où on donne la réponse et les gens doivent trouver quelle est la question qui correspond. Pour moi, on touche là à notre fonction essentielle. Notre fonction essentielle n'est pas de mettre des réponses dans la tête des spectateurs, mais de les amener à soulever des questions. Un bon spectacle, c'est un spectacle duquel on ressort avec beaucoup plus de questions que de réponses. Parce que la question, c'est l'objet du désir aussi. C'est l'objet du non-savoir. C'est l'expression de ce non-savoir, de ce désir de savoir, du désir de ce qu'il y a après, d'autres choses. C'est le contraire de la limite. Et je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire aux gens qui viennent nous voir ou aux gens qui nous lisent. Et puis c'est un beau cadeau qu'on peut se faire aussi à soi. Donc, 5 questions. 5. Et j'ai dit, j'aimerais que vous les formuliez comme une formule magique ou chic. C'est-à-dire pas que vous les posiez comme une bouse, par exemple. Je veux vraiment qu'on réfléchisse maintenant dans le cadre de la forme, à quelle formulation on donne à ça. Donc, une question, ça peut faire plus d'une ligne. Ça peut faire plus de 2 mots ou 4 mots, surtout si on veut que ce soit une question ouverte. Parfois, on va avoir besoin de la contextualiser. Ça peut être une contextualisation assez précise. Je pense que je vais à nouveau vous lire un peu de Marcel Proust, puisque on va avoir un exemple de grand développement de la question. Je pense que je vais vous lire un passage où plusieurs questions s'enchaînent, de manière à ce que vous voyez aussi qu'une question peut se chercher dans une question, ce qui est tout à fait ouvert, possible dans ce que vous allez faire. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 points d'interrogation, vous pouvez avoir 5, c'est le minimum, mais vous pouvez tout à fait vous rendre compte que pour poser une question, en fait, vous avez besoin de 3 ou 4 points d'interrogation. Nous sommes dans le côté de Guermantes. Comment leur salle à manger, leur galerie obscure aux meubles de peluche rouge que je pouvais apercevoir quelquefois par la fenêtre de notre cuisine, ne m'aurait-il pas semblé posséder le charme mystérieux du faubourg Saint-Germain, en faire partie d'une façon essentielle, y être géographiquement situé, puisqu'avoir été reçu dans cette salle à manger, c'était être allé dans le faubourg Saint-Germain, en avoir respiré l'atmosphère, puisque ceux qui, avant d'aller à table, s'asseyaient à côté de Madame de Guermantes sur le canapé de cuir de la galerie, étaient tous du faubourg Saint-Germain. Quant au petit bout de jardin qui s'étendait entre de hautes murailles derrière l'hôtel et où l'été, Madame de Guermantes faisait après dîner servir des liqueurs et l'orangeade, comment n'aurais-je pas pensé que s'asseoir entre 9 et 11 heures du soir sur ces chaises de fer, douées d'un aussi grand pouvoir que le canapé de cuir, sans respirer les brises particulières du faubourg Saint-Germain, était aussi impossible que de faire la sieste dans l'oasis de Figuig sans être par cela même en Afrique. Il y a dans ces 2 questions, évidemment, une forme de réponse, c'est-à-dire que on est au bord de la question rhétorique, puisque la réponse qu'on a envie de donner, et qui est sous-entendue par l'auteur, c'est impossible. Il aurait été impossible qu'il en fût autrement pour moi. Il va de soi que je ne vous demande pas forcément de questions rhétoriques. Néanmoins, ce qui est fort dans le travail de Marcel Proust et dans la voix du narrateur, c'est que même si il sous-entend une réponse, cela eût été impossible, le fait qu'il pose une question « comment ?» pourquoi laisse la possibilité d'autres réponses. On pourrait lui répondre, écoute, c'est très simple, il suffirait d'y avoir toujours vécu, il suffirait de s'y prendre comme ci ou comme ça, il suffirait d'être plongé dans un livre, comme il le fait lui-même Sur la lecture, etc., etc. Je ne vais pas vous donner d'autres exemples. Ma foi, une question est une question. Je vais seulement vous amener
à prendre votre temps pour formuler ces 5 questions. Il faut vraiment que vous voyez que par rapport à d'autres choses que je vous ai demandé d'écrire, où je vous ai demandé de fatiguer l'écriture, hein, où on est sur un long souffle, là on est vraiment sur un exercice de petites choses, en fait, de milliardises. Hein. Donc, que ceux qui sont extrêmement soigneux s'en réjouissent, vous allez pouvoir soigner ça, vraiment, aux petits oignons. Néanmoins, dans la méthodologie, laissez-vous y réfléchir, prenez une ou deux notes pour pas que les idées se barrent, mais passez tard au papier, pour la formulation finale. Essayez de laisser reposer une journée entre le moment où vous avez posé vos 5 questions et puis vous les reprenez, vous relisez, vous faites ce qu'on appelle les propretés. Je ne dis pas ça seulement parce qu'il y a des fautes d'orthographe parfois dans vos textes, mais aussi parce que vous vous rendez compte qu'en fait tel mot n'est pas utile, qu'on peut avoir une articulation plus simple ou plus élaborée d'ailleurs. Ça c'est vraiment la méthodologie qui me plairait que vous ayez pour cet exercice. Je vais poster tôt pour des raisons d'internet que je vous ai déjà expliquées. Laissez la chose faire son bout de chemin dans votre esprit, ne plus y penser, et puis essayez de passer au papier tard, jeudi, peut-être même vendredi. De toute façon, vous avez tous tendance à rendre un peu tard là, les textes et c'est pas grave, mais qu'il y ait 24 heures de repos entre la première écriture et puis on reprend, on relit, peut-être qu'il n'y aura rien à changer. Puis après, vous m'envoyez les textes. On se voit mardi.